Merci d'être venu à cette table ronde sur la nouvelle donne de l'immobilier d'entreprise dans le Val-de-Bièvre à l'occasion de l'arrivée du Grand Paris Express. Donc, le Grand Paris Express, c'est un projet qui était encore un peu fou il y a quelques années. On s'est dit on va faire un réseau de transport qui va venir concrétiser une métropole naissante. Et aujourd'hui, ce projet est devenu de plus en plus concret. Il est aujourd'hui en phase industrielle. Et on sait que le GPE va bouleverser un peu les économies, les territoires et les marchés tout le long de son tracé. Et ça se prépare maintenant. Les collectivités commencent à se préparer. Et dans ce contexte-là, où le GPE transforme le territoire métropolitain sur son tracé, le Val-de-Bièvre est un peu spécial. Le Val-de-Bièvre est spécial parce qu'il concentre déjà beaucoup de gares, 5 gares. On ne va pas les citer, on reviendra dessus. Mais surtout, le Val-de-Bièvre, c'est 2 lignes de métro. C'est la 14 et c'est la 15. C'est-à-dire que le territoire va non seulement bénéficier de la rocade autour de la métropole, mais va également bénéficier d'une connexion directe au cœur métropolitain avec la 14, directement à Paris, et à la plateforme aéroportuaire d'Orly au sud. De plus, ces deux tronçons-là vont être les premiers à être mis en service à l'échelle du réseau Grand Paris Express. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, élus, collectivités se préparent, mais également les acteurs économiques, les promoteurs, les investisseurs. Et donc pour parler un peu de ça aujourd'hui, un peu de cette nouvelle donne, on reçoit aujourd'hui Hélène Yoluntas, on ne reçoit pas, qui est chez elle d'ailleurs, qui est directrice du développement économique de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, la CAVB. On reçoit également Virginie Houzé. Bonjour, vous êtes directrice des études et de la recherche à JLL, vous connaissez avant comme Jones Lang-LaSalle, de grand cabinet. Vous, votre expertise, elle vient du fait que vous étudiez, JLL étudie de très près, assez finement, les marchés immobiliers tertiaires autour des gares. Vous avez piloté l'étude autour du périmètre de la défense et des groupes. Et vous êtes actuellement en plein travail concernant le sud de la métropole. Mais on reviendra dessus. Benoît Labatte, vous êtes notre interlocuteur transport, mais pas que. Vous êtes directeur de la valorisation et du patrimoine à la Société du Grand Paris, la SGP. Et donc à ce titre, évidemment, vous avez un regard sur les lignes de métro, mais surtout sur ce qui se passe en surface, en termes d'immobilier, d'aménagement, d'urbanisme. On reviendra dessus également. Enfin, Tiffaine Béliard, bonjour, merci d'être là. Vous êtes directrice opérationnelle à la Salette 94 et vous allez venir nous apporter un peu un éclairage sur un très très grand projet du sud du Grand Paris, un des plus grands projets en fait dans ce grand territoire, qui est le projet Campus Grand Parc, qui s'approche vers de nouvelles phases et qui a été récemment mis en lumière par le comité interministériel du Grand Paris. On sent bien que l'État prête une attention toute particulière à ce projet-là, on reviendra dessus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans ce que les transports vont changer, je vais me tourner vers vous, Hélène Yoluntas, pour que vous puissiez un petit peu. Le Val-de-Bièvre, c'est quand même un territoire qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas si bien. C'est un territoire qu'on a du mal à se mettre un peu dans sa carte imaginaire, du moins pour certains, alors qu'en réalité c'est quand même un très grand pôle et avec un tissu économique puissant et structuré. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais excuser Jean Bridet, notre président, qui devait être là parmi nous, qui a un empêchement, donc j'essaie de le remplacer au mieux. Donc, pour répondre à votre question, le Val-de-Bièvre. Il faut savoir d'abord que le Val-de-Bièvre, c'est dommage que vous ne l'ayez pas dans votre carte, parce que c'est la plus ancienne agglo d'Île-de-France. Elle a été créée en décembre 1999, donc on a une histoire de 15 ans quand même. Le Val-de-Bièvre, on a une carte derrière, hein, vous ne l'avez peut-être pas bien, mais en gros, c'est 7 communes qui sont vraiment aux portes de Paris, donc il y a vraiment une influence parisienne sur notre développement économique, avec Gentilly, Kremlin, Arcueil, Cachanville, Juif, qui est la plus grosse des villes de l'agglomération, et on descend au sud avec Laï et Fresnes.
C'est des communes qui représentent 204 000 habitants et 80 000 emplois. Donc effectivement, il y a une conséquence, une échelle assez intéressante de développement. C'est aussi un territoire qui est déjà assez bien desservi puisqu'on a le RER B avec plusieurs stations et la ligne 7 du métro. Et notre développement économique s'est fait d'ailleurs en U tout le long du périphérique et le long des deux lignes de transport en commun à Louvain. Nous avons un tissu économique de 8 000 entreprises, 8 000 établissements, donc de manière assez classique avec beaucoup de petites entreprises, mais également des grands groupes qui sont arrivés chez nous, puisqu'on a Orange France, le siège de LCL, le siège d'Ipsos ou le siège de Deschantel. Par contre, pour qualifier un petit peu le tissu économique du Val-de-Bièvre, je dirais qu'on a deux spécificités qui sont connues, la première plus que la seconde d'ailleurs. Une spécificité au sein de la vallée scientifique de la Bièvre autour de la santé, puisqu'on a plusieurs hôpitaux qui sont installés chez nous, mais aussi un vrai tissu de biotechnologie, une pépinière d'ailleurs qui accueille des entreprises, des jeunes entreprises innovantes autour de la santé. Il y a Sanofi qui récemment a installé un campus à Gentilly et a densifié sa présence. Donc la santé chez nous, c'est vraiment quelque chose d'historique et qui va encore se développer, on le verra tout à l'heure, notamment avec la ZAC Campus. Et la deuxième filière qui est plus récente, qui est une filière autour du numérique. Il faut savoir qu'on a des grandes écoles sur le territoire du Val-de-Bièvre qui forment chaque année 7000 ingénieurs en informatique. Et ce pôle de compétences d'expertise a un vrai effet levier sur le développement économique de notre territoire, avec des incubateurs qui accompagnent les projets de création d'entreprise des étudiants et qui irriguent un tissu économique déjà assez conséquent de 7000 emplois sur notre territoire et qui évolue chaque année de manière très dynamique. Donc voilà quelques caractéristiques du Val-de-Bièvre. Donc ces caractéristiques-là vont quand même beaucoup bouger dans les années à venir. Je l'ai dit avec ces deux lignes. Et ces deux lignes-là, elles vont avoir des répercussions très concrètes, très mesurables en termes de temps de trajet, tout simplement, à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Vous, Virginie Osé, c'est quelque chose que vous avez identifié peut-être dans vos études, l'impact du temps de desserte sur l'attractivité d'un territoire. Bonjour. Oui, effectivement, les transports et les temps de trajet pour relier les bassins de vie aux bassins d'emploi sont des choses qui sont extrêmement impactantes et qui sont extrêmement regardées par les entreprises. Dans un contexte où très récemment, en plus, on a encore annoncé un rallongement des temps de transport en Île-de-France pour les salariés. Chaque entreprise, et notamment les grandes entreprises, quand elles décident de déménager et de choisir une implantation, elles mènent très souvent, et elles nous interrogent, nous, en tant que conseil, sur les impacts en temps de transport pour les salariés, avec une distribution qui est impactée dans quelle mesure, sachant qu'en plus les IRP sont véritablement partie prenante dans les décisions de déménagement. Ce sont des instances qui ont les yeux rivés aussi sur ce type d'indicateurs. Donc oui, les transports sont quelque chose de très impactant. Les entreprises en tiennent compte aujourd'hui. Et on avait conduit une enquête il y a quelques mois auprès de salariés en Île-de-France et il était ressorti assez clairement que selon leur point de vue, ils étaient déjà arrivés pratiquement au maximum de temps de transport tolérable actuellement, avant que ça n'ait un impact réel sur leur capacité de travail et sur leur performance professionnelle. Donc il n'y a plus réellement d'élasticité sur le temps de transport aujourd'hui. On est un petit peu au bout de l'exercice. Donc bien évidemment, le développement du réseau du Grand Paris porte des espoirs puisqu'on rapproche les bassins de vie et les bassins d'emploi. Donc c'est quelque chose effectivement qui fait partie pour nous du triptyque gagnant en matière d'immobilier. Vous, Benoît Labatte, peut-être en tant qu'opérationnel, c'est un diagnostic que vous partagez. Vous envoyez tous les jours des investisseurs qui vont se positionner, j'imagine. Je suis obligé de le partager puisque c'est le diagnostic qui a fondé la loi Grand Paris, qui est un diagnostic extrêmement intéressant, intelligent et d'ailleurs partagé, toute tendance politique confondue, par l'ensemble des élus qui composent ces territoires, de l'Île-de-France, qui composent ce territoire aujourd'hui du Val-de-Bièvre. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a un territoire dont tout le monde a toujours rêvé internationalement, qui est le territoire du Petit Paris, qui est le territoire du Paris historique, qui a été remarquablement desservi par le réseau de métro à partir de 1900 grâce à l'intelligence d'Alain Fulgence-Bernu et de ses équipes, qui a déployé 214 km exactement de métro dans les années qui ont suivi, qui fait qu'aujourd'hui vous avez les entreprises, les habitants, les gens qui circulent facilement, à pied, en vélo, en métro, sans aucune difficulté. En 1900, vous aviez 75% de la population francilienne était dans Paris intramuros.
3 millions d'habitants, plus qu'aujourd'hui, 1 million de l'Europe. En 2015, vous avez 12 millions d'habitants sur la région, vous avez 2 millions 200 000 dans Paris, toujours aussi bien desservis, toujours des valeurs assez exceptionnelles à tout point de vue, de la culture, de l'emploi, du logement, pas pour tout le monde, et 10 millions de franciliens qui n'avaient pas cette possibilité d'accéder aisément à, je dirais, à l'emploi. Donc ce réseau, il est réalisé pour permettre à l'ensemble des franciliens, si ce n'est d'être desservi directement par notre grande rocade, au moins de la relier très rapidement. À l'échéance de la réalisation du réseau, 90% des franciliens, je dis bien l'ensemble des franciliens, seront à moins de 2 km d'une gare, et 2 km c'est 10 minutes en vélo, et quand on considère nous que les 100 mètres c'est 10 minutes à pied. Voilà, donc véritablement un changement total de paradigme sur l'attractivité de la région, pas simplement pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux franciliens, mais pour aussi nous permettre de rester, je dirais, attractifs à l'échelle mondiale par rapport à nos grands partenaires ou grands concurrents. On comprend bien que ce qui est valable à l'échelle de la métropole sera valable à l'échelle de la. Alors, je vous ai parlé effectivement de la métropole, mais mes deux prédécesseurs l'ont dit très justement. Ce qu'elles regardent, c'est aujourd'hui la desserte et la façon dont on innerve ces territoires. D'abord, on les innerve bien. 5 gares sur un territoire de cette commune, c'est quand même pas négligeable. C'est extrêmement important. C'est des territoires de première couronne. Et en plus, ce sont les 2 tronçons qui seront les livrés les premiers. Donc évidemment, ce sont les premiers territoires à bénéficier directement de cet impact au réseau. Mais tout ça marche en réseau. C'est-à-dire que demain, tout le monde ne travaillera pas chez Sanofi, dans le Campus Santé, et des habitants de Villejuif ou de Laï, ou des habitants de Cachan qui ont travaillé à la Défense, d'autres qui travailleront à Saint-Denis. Le principal pour eux, c'est qu'ils puissent y aller aisément, et inversement, les habitants du secteur ouest, les habitants du secteur est, les habitants du nord qui pourront aller aussi facilement sur les entreprises qui arriveront sur ces territoires. Alors, sachant que le Grand Paris Express, c'est bien sûr des tunnels, des métros, des gares, mais que derrière chaque gare, les territoires se saisissent un peu de l'opportunité pour retoucher le territoire, retoucher ce qui se passe en surface. Déjà, les gares, on les optimise pour qu'elles soient intermodales, et puis, quand on le peut, on essaye d'insérer de la diversité, de la mixité, de la densité, des commerces, des services. Vous, ça, Virginie Louzet, c'est quelque chose, c'est un sujet sur le... c'est un sujet sur lequel les entreprises sont sensibles. Clairement. En fait, tout à l'heure, je vous parlais d'un triptyque gagnant pour les entreprises et pour les marchés tertiaires. En fait, dans ce triptyque, il y a la dimension transport dont on vient de parler, et donc le réseau du Grand Paris va bien évidemment renforcer cette dimension pour le territoire du Val de Bièvre. Après, il y a 2 autres éléments qui sont, à notre sens, extrêmement importants à prendre en compte également. Il y a la masse critique, donc c'est le nombre de mètres carrés développés, la capacité effectivement pour les entreprises d'être proches les unes des autres. Il ne faut pas oublier que même à l'ère du numérique, on a besoin de se voir, de se rencontrer, et que la proximité des entreprises est un élément important. Et il y a un dernier élément qui pour nous est fondamental et qui est le plus difficile à mettre en œuvre, c'est en fait le sentiment de bien-être et d'appartenance à un territoire. Et ce sentiment de bien-être que peuvent ressentir la plupart des salariés sur un territoire va dépendre d'une espèce d'alchimie qu'on trouve très bien dans Paris d'ailleurs, qui est faite d'animation de quartier, de la présence de commerce, de quartiers qui vivent toute la journée, toute la semaine, toute l'année, et donc bien évidemment de la mixité, en effet. Ça va un peu dans le sens que vous portez, si je ne me trompe pas, le TAS. Comme vous pouvez nous en dire un petit peu plus, éventuellement rentrer un petit peu dans le détail, c'est vrai que chaque gare est différente. Là, c'est un discours un peu généraliste, mais chaque gare est différente. Et c'est vrai qu'on a une belle collection dans le Val de Bièvre de scénarios urbains et économiques à modifier, à venir retoucher avec ces nouvelles gares. Oui, ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que la concession de l'agglo depuis 15 ans s'est accompagnée d'un véritable projet d'aménagement sur le territoire. On a eu une évolution de 35% par exemple de notre parc tertiaire en 15 ans. Donc c'est des vrais maires bâtisseurs que nous avons sur le Val de Bièvre, et évidemment l'arrivée des gares du GPE va renforcer cette potentialité de développement économique, sachant qu'au-delà de l'attractivité générale, qui peut aussi poser question parce qu'on est plus relié à d'autres pôles économiques, à d'autres projets d'aménagement qui vont venir, comment tout ça va être absorbé par le marché immobilier, comment ces millions de mètres carrés vont pouvoir être plus complémentaires et pas
forcément en concurrence, donc c'est une vraie question. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je voulais parler des gares en tant qu'effet levier de développement de leur territoire, de leur quartier, parce que c'est important aussi cette vision, je dirais, de terrain et de proximité. Donc nous, sur les 5 gares, on a un peu schématisé les choses. Il y a 3 scénarios possibles, 3 scénarios qu'on peut schématiser. Le premier, c'est Le premier, c'est les gares du GPE qui se relient aux gares existantes. Donc le RERB pour Arcueil-Cachan ou la ligne 7 pour Biarritz-Villejuif. Là, ces gares-là viennent conforter un tissu économique, viennent conforter notre activité territoriale et nous permettent de développer des projets de développement économique qui confortent l'existant et qui permettent d'aller plus loin. Il y a 2 gares, c'est assez significatif chez nous, qui desservent des hôpitaux, donc qui sont au pied de l'hôpital du CHU de Kremlin-Bicêtre et, on en parlera tout à l'heure, de l'IGR. Là, c'est vrai que notamment pour l'IGR, il n'y avait pas de transport en commun lourd. Il était inenvisageable de faire un projet de développement économique dans ces conditions-là. Et pourtant, on le disait tout à l'heure, on a une filière santé qui est très importante avec un énorme potentiel. Donc ces gares-là vont venir conforter des projets de développement importants et conforter aussi nos spécificités autour de la santé. Et on a une gare, celle des 3 communes, à l'Île-les-Roses, qui est un cas aussi un peu particulier, parce que c'est une gare qui arrive dans un quartier populaire, dense, où il n'y a pas de développement économique du tout. Et là, effectivement, on n'est pas dans un projet de pôle tertiaire, on n'est pas dans du tout cet aménagement-là, on y reviendra, mais on souhaite quand même apporter de l'activité économique. Et là, on réfléchit à quel type d'activité économique on peut apporter dans ces quartiers compte tenu de l'arrivée de cette gare. Ça peut être de l'immobilier modulable, des tiers-lieux, du coworking, du télétravail, mais encore faut-il y réfléchir. Et c'est vrai que peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notre philosophie d'aménagement sur le Val de Bièvre est une philosophie d'aménagement de ville. On n'a pas de pôle concentré, on n'a pas de monofonction, on est vraiment sur de la broderie, je dirais. On fait du développement économique, mais on fait aussi du logement, on fait du commerce, on fait du service, on fait de l'équipement public. On essaie de mixer les fonctions. On a un tissu actuellement construit d'un peu plus d'1 million de mètres carrés, 800 000 sur le tertiaire. Les projets qu'on va faire notamment autour des gares vont doubler cette capacité-là. On va arriver à peu près à 2 millions, mais tout compris, logement, tertiaire, etc. Et c'est l'ensemble qui nous intéresse, c'est cet effet de masse qui nous intéresse, cette échelle de développement qui nous intéresse. Alors, Benoît Labatte, dans ces secteurs de projets autour de chaque gare, il y a un acteur qui a un rôle un peu spécial, dans le Val de Bièvre plus qu'ailleurs, c'est la SGP. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de 2 choses. La première chose, évidemment, c'est les programmes connexes. Un petit peu ce que vous avez en tête et comment ça va se passer, c'est-à-dire comment vont être choisis en fait vos interlocuteurs dans le privé. Et puis, là, c'est très intéressant parce que le Val de Bièvre, les élus du Val de Bièvre ont quand même fait le choix de rentrer en dialogue assez fort avec vous, en vous demandant de venir piloter un petit peu les études, voire peut-être demain devenir aménageur sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je pense que le législateur de 2010, qui a conçu les lois du 3 juillet 2010 sur le Grand Paris, a totalement pris en compte le fait qu'apporter un réseau de transport n'était pas quelque chose de neuf sur un territoire, que si le réseau de transport arrivait sur un territoire sans que le territoire puisse évoluer, qu'il n'y avait pas derrière éventuellement ceux qui peuvent faire évoluer le territoire, il convenait à donner à cet opérateur de transport des moyens d'accompagner cette évolution du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la Société du Grand Paris a des compétences complémentaires. Alors d'abord, comme tout établissement public, il a une mission de valoriser son propre patrimoine, j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle les opérations connexes. Et puis elle a une compétence potentielle d'aménageur, non pas pour se substituer, on a en fait les compétences d'un OPA, d'un établissement public d'aménagement, non pas pour se substituer à ceux qui font bien leur travail, qu'ils soient aménageurs d'État comme le Parc par exemple, sur le territoire du Val-de-Marne, ou aménageurs SEM comme la SADEF, dont on entendra tout à l'heure l'action qu'elle mène de manière très, très concrète, ou des SPL ou CRLOCAL, bien évidemment. L'objet, c'était de pouvoir faire de ces gares soit des accélérateurs de projets urbains lorsqu'ils existaient, c'est un terme qu'on employait, soit des déclencheurs de projets urbains lorsqu'il n'y avait pas grand-chose qui était imaginé. Et si on arrivait et que rien ne mutait dans un territoire disparate, pas constitué, finalement qui faisait comme si ces gares, un très gros flux, on parle de 2 millions de passagers jour sur le réseau du Grand Paris à l'échéance de la réalisation, si les territoires ne bougent pas, c'est qu'on a raté notre pari, bien évidemment. Il faut savoir que quand le réseau parisien s'est constitué, des arrondissements périphériques n'étaient pas encore bâtis. Pas l'oublier, en 1900, vous aviez encore des friches et des vaches jusqu'en 1972 à Paris. Il faut savoir,
c'est pas si vieux que ça. Donc, c'est ce qui nous a été demandé. Donc nous, on se veut déclencheur de ces projets urbains. Sur le territoire, aujourd'hui sur la ligne 15 Sud, commencé de manière plus générale, et cette gare de la ligne 15 Sud, on a lancé un certain nombre de consultations sur nos propres fonciers pour réaliser essentiellement de logements. Il faut pas oublier que c'est dans la loi Grand Paris, et potentiellement un peu d'activité quand ça se justifiait sur ces gares. Alors pour l'instant, ce n'est pas les gares de la communauté de l'Aglo et de Val-de-Bièvre qui ont vu ces opérations éclore et être attribuées. C'est ici RER il y a quelques jours, une centaine de logements. C'est Bagneux au mois de septembre, 400 logements. C'est Créteil au mois de juillet avec un peu d'activité et près de 300 logements sous différentes formes. Mais c'est aussi un travail qu'on fait aujourd'hui très fortement sur un Cachan, qu'on commence à faire également sur les Juifs, qu'on ne fait pas sur l'IGR où la SADEV a toute sa place parce que nous réalisons une gare dans un espace vert tout simplement qui nous a été cédé par le département du Val-de-Marne gratuitement. Donc on ne fait pas de gare, on restitue l'espace vert et la SADEV par contre, elle, on accélère finalement d'une certaine manière le projet de la SADEV. Donc voilà, simplement nous, si vous voulez, on fait ces opérations sur nos propres fonciers, qu'on valorise, et puis si les élus estiment qu'ils ont besoin d'une aide pour travailler sur un territoire sur lequel il n'y a pas forcément aujourd'hui l'opérateur aménageur en mesure d'y travailler, nous allons le faire. Sur Aragon, très rapidement, sur la gare de Juif-Aragon, il y a déjà un gros travail qui met depuis plusieurs années sur une ZAC multisite par la SADEV, mais il se trouve que notre gare arrive au cœur de ce territoire, dans un secteur qui était beaucoup bousculé par les travaux des années durant, la ligne 7, le T7, et on a dit aux deux maires successifs qui ont accepté de la même manière, alors qu'ils étaient opposés, si vous voulez, en 2014, de la même manière cette idée qu'il fallait profiter de nos travaux qui étaient lourds pour refaire l'îlot central, qui est un îlot sur lequel on commence à réfléchir pour profiter de nos travaux finalement pour préparer un centre-ville agréable à tout point de vue, à vivre et à voir. Et puis, sur 3 communes, vous l'avez évoqué, donc sur mais les Roses, on est aux confins de Cheville-la-Rue et de l'Île-Juive, dans un territoire aussi qui a des cultures mal organisées, le maire nous a demandé de réfléchir à une opération d'aménagement sur laquelle on commence juste à travailler, ça prendra du temps, mais qui sera vraiment en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc pour ces fameux programmes Connect, c'est ce qu'il faut que les promoteurs qui sont peut-être en train de nous écouter s'attendent à des consultations, si oui, quand et où. Alors, si on se contente du territoire de Val-de-Bièvre, on espère pouvoir caler, bien évidemment, avec le député maire de Cachan, qui par ailleurs est le président du conseil de surveillance, on ne lui parle, caler l'opération Connex qui se développera sur la gare, sachant qu'il nous a demandé aussi d'élargir un petit peu, si vous voulez, le périmètre de réflexion, pour une raison assez simple d'ailleurs. On fait une gare qui est adossée au talus du RERB, on fait des travaux de centre-ville qui vont être pendant 5 ans extrêmement perturbants, qu'on le veuille ou non, même si on prend toutes les précautions sur les déblais, sur les nuisances, sur l'attention aux habitants, riverains, etc. Mais il nous dit, écoutez, vous cassez un peu mon centre-ville, et la gentillesse de le refaire. Voilà, c'est un peu l'idée, si vous voulez, est sous-jacente dans le souhait de Jean-Louis Bennett de devoir élargir un petit peu notre intervention, parce que finalement, nous maîtrisons bien le cœur de cible, qui nous demande simplement de raccrocher notre travail à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, je veux revenir sur une chose qui est très importante. La SGP, d'abord, c'est des petits effectifs, les beaux moyens, certes, les petits effectifs. Donc, on n'a surtout pas vocation à nous substituer à des aménagements dont c'est le métier. Donc, c'est le métier à temps plein. Nous, on a une mission principale qui est le transport, et puis une mission d'accompagnement de ce transport. Vous l'avez dit, c'est très justement ça. Mais véritablement, notre travail s'effectue toujours à la demande des élus, soit parce que le CDT, si vous vous souvenez, le CDT, dans le Grand Paris le prévoit, ou qu'il l'intègre dans, je dirais, ses objectifs, soit parce que quand on n'a pas de CDT, le maire nous le demande, c'est le cas de Créteil. Véritablement, c'est un travail qu'on fait avec les artisans locaux. La SGP ne cherche pas à faire plus, par contre, elle cherche à inciter, à appuyer, à aider les acteurs locaux. Voilà. Alors, on a un petit peu entendu parler d'une interruption à l'autre de la filière santé. Et c'est vrai que le Val-de-Bièvre, mine de rien, c'est là que se situe sa carte à jouer. Et là-dessus, je voudrais peut-être vous interroger, Virginie Osier. Le Val-de-Bièvre n'est pas là pour refaire la défense sur son territoire. Je pense que le diagnostic est unanime.
En revanche, est-ce que vous croyez à cet effet cluster autour des grands hôpitaux C'était la question piège. Alors, l'effet cluster. Il s'avère que je me suis un tout petit peu intéressée au sujet récemment sur les clusters, notamment ceux qu'on a tous en tête, les clusters américains qui sont notre modèle un peu à tous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Californie, etc. Et en fait, s'il n'y a pas de définition exacte de ce qu'est un cluster à proprement parler, il y a quand même un certain nombre de points communs qu'on retrouve. Alors si on prend les clusters effectivement qui nous font tous rêver et qui ont vu naître les grandes sociétés high-tech, on retrouve comme ingrédient des universités de pointe à des dimensions, avec une captation d'étudiants dans le monde entier, avec une véritable excellence académique. On retrouve un tissu d'entreprises innovantes autour de ces universités. On trouve un travail qui se fait de manière partenariale entre les universités et les entreprises. On trouve à la fois de petites entreprises, des startups très innovantes et de grandes locomotives qui vont tirer vers le haut et qui vont baquer économiquement ces petites entreprises. Alors effectivement, quand on prend Caltech aux États-Unis, derrière il y a au départ l'industrie d'armement par exemple. Quand on parle du MIT sur la côte Est, il y a tout un cluster qui s'est développé autour de ça. Et il y a un élément aussi qui est clé sur les clusters, qu'ils soient américains ou en général dans le monde entier, c'est que ces clusters ont une forte dimension technologique. Donc ça va être l'informatique, les sciences du vivant, les biotechnologies. J'allais dire, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on retrouve déjà sur Val de Bièvre qui sont intéressants effectivement avec la médecine. On a des locomotives, on a de l'université, on a de la recherche, donc ce sont des éléments clés. Ce qu'on retrouve aussi dans les clusters, c'est la proximité des centres de décision, des grandes entreprises, des ministères, mais également une certaine qualité de vie. Voilà. Donc après, ça ne se décide pas. C'est-à-dire qu'on met à disposition des outils, il y a des choses qui sont prêtes, mais ça prend pas. Alors ça prend ou ça prend pas, ça c'est un petit peu dans les mains de Tiffaine Bellière maintenant. Tiffaine Bellière, je rappelle, vous êtes directrice opérationnelle à la SADEV et vous portez un projet qui est, je vais dire, un des plus grands projets du sud de la métropole, le projet Campus Grand Parc. Et c'est là que ce dont on vient de parler va se matérialiser le plus, puisque ici on est autour de l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, et on a vraiment l'intention de créer un grand pôle qui soit certes de logement, mais aussi d'activités en lien direct avec l'esprit de la vallée scientifique de la Bièvre. Alors pour nous, bien sûr, c'est un projet qui va prendre. Donc Campus Grand Parc, on est effectivement à Villejuif, au pied de la future gare du Grand Paris en interconnexion ligne 15-14, et au pied de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, qui est aujourd'hui le premier centre de recherche contre le cancer en Europe. Aujourd'hui, on estime effectivement que tous les ingrédients du cluster sont réunis autour de ce projet-là, puisque ce que citait Madame Musée tout à l'heure, c'est effectivement ce qu'on retrouve sur le Val de Bièvre. Demain, cette gare d'interconnexion, justement, va permettre de relier à peu près tous les acteurs du territoire dans le domaine de la santé qui vont se retrouver soit à proximité immédiate à pied, soit à une station ou deux stations de métro, des grands équipements qui existent, les différents hôpitaux, les différentes écoles d'ingénieurs, les grands comptes qui existent, les startups qui existent, etc. sur le territoire. Et l'objectif de cette opération, donc effectivement une des plus grandes villes de France, 600 000 m² qui vont être développés sur ce territoire, vise en premier lieu à devenir un pôle d'excellence dans le domaine de la santé, en réunissant justement autour de cet institut Gustave Roussy, une université également, l'université Paris-Sud, qui va venir implanter une partie de ses effectifs. Il y a plus de 3500 étudiants demain qui vont arriver. Et puis dans cet interstice entre l'université et cet hôpital, justement, de retrouver ce qu'on a appelé un bioparc, des startups innovantes, des petites entreprises, des TPE, des PME, mais aussi des grands comptes spécialisés dans le domaine de la santé qui pourront retrouver un environnement très enviable et dynamique.
On n'a pas oublié non plus effectivement le deuxième point que vous évoquiez, qui est pour nous fondamental, c'est-à-dire qu'on veut créer un pôle d'excellence, mais l'idée n'est pas de créer un pôle complètement fermé sur lui-même, et l'objectif est bien de créer un campus urbain. Donc le campus urbain, c'est quoi? C'est effectivement cette dynamique territoriale et en termes d'emploi, mais c'est aussi toutes les fonctions annexes, tout simplement habiter, pouvoir manger, pouvoir s'amuser, pouvoir trouver à peu près tout ce dont on a besoin sur le territoire. Donc on a, outre ce pôle d'excellence qui va représenter à peu près 350 000 m² aujourd'hui d'activité économique sur ce site, on va retrouver également plus de 2900 logements, une vie universitaire, je l'ai dit, également des équipements scolaires, sportifs, culturels, de nombreux commerces, une partie dans la gare, une partie à l'extérieur. Tout ça, voilà, au pied de cette fameuse gare qui arrive dans un délai assez court, en tout cas pour les aménageurs, c'est demain. Première ligne en 2022, deuxième ligne en 2024. Les premiers coups de pioche en 2016, donc qui arrivent véritablement, et parallèlement une partie des programmes immobiliers qui vont se développer en parallèle, avec effectivement une phase d'émulation entre 2016 et 2024, avec toute la création de ce cœur de projet autour de la gare, pour que justement quand arrive cette gare, on ait un quartier constitué tout autour. Alors, donc je récapitule, les études sont en train de se terminer sur ce projet qui a été ciblé par le comité interministériel du Grand Paris pour faire l'objet d'une EIM. Et l'an prochain, vous envisagez d'adopter le dossier de réalisation du projet. On espère d'ici la fin de l'année, et du coup l'année prochaine, effectivement, l'entrée en phase opérationnelle. Donc c'est vraiment à la fois les premiers coups de pioche pour une voirie notamment qui sera nécessaire également pour les travaux du Grand Paris, et puis les premiers permis de construire, on l'espère, voilà, pour le développement de nouvelles constructions. Et je l'ai oublié dans mon propos tout à l'heure, l'idée n'est pas d'oublier non plus ce qui existe sur site. Aujourd'hui, on a notamment des logements sociaux existants qui vont profiter de cette opération pour être également complètement rénovés. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'allier aussi le neuf. C'est un quartier qui a été un petit peu oublié aujourd'hui, puisqu'il était un peu desservi par les pâquerettes aujourd'hui, donc on a du mal à y aller. Quand on y va, c'est malheureusement généralement pour se rendre à l'Institut Gustave Roussy. Demain, ça va redevenir un nouveau quartier de ville. Et voilà, tout démarre effectivement l'année prochaine, même si les études ont démarré depuis bien longtemps. Merci. Alors peut-être pour conclure maintenant, car le temps presse, Hélène Youluntas, le Val-de-Bièvre, ça va être une métamorphose complète, on l'a compris, l'arrivée, au moins dans les usages, l'arrivée du Grand Paris Express, mais ce n'est pas la seule étape importante, il y en aura une autre très bientôt, dans quelques semaines, c'est l'arrivée de la métropole. Dites-nous ce que ça va changer un petit peu pour le Val-de-Bièvre. C'est vrai que la métropole va être créée au 1er janvier 2016, que nous on va intégrer un grand territoire qu'on appelle le PT12 pour l'instant, un territoire de 630 000 habitants avec la Casa, la Calpe et des communes qui vont nous rejoindre, donc 24 villes au total, donc c'est le deuxième territoire après Paris. C'est vrai que l'ensemble des projets de ce territoire font un effet masse important, donc je pense que les acteurs de l'immobilier vont nous regarder aussi différemment. Voilà, il y a une vraie potentialité. Après, qu'est-ce que ça va changer concrètement? C'est un peu difficile de vous en parler. Je pense qu'on va devoir être dans des pratiques sur nos projets d'aménagement qui vont devoir être plus collaboratives, plus ouvertes, plus en négociation aussi avec la métropole, avec la région, avec l'État. Donc voilà, on va continuer dans ces perspectives-là. C'est vrai que nous, on a une dizaine de projets, hein, vous les avez dans la plaquette, hein, je vous invite à aller voir. On a aussi un film dont on n'a pas parlé parce que ça aurait été un petit peu fastidieux. Mais l'idée, c'est qu'à chacun des territoires continue à développer ces projets et qu'on trouve des mutualisations qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et je voulais juste souligner un petit point que j'ai oublié tout à l'heure, mais l'AGP a apporté aussi un autre élément qu'on n'avait peut-être pas imaginé au départ. C'est une vraie réflexion sur les usages numériques. Et notamment, comme ça nous intéresse autour de la santé et les numériques, je voulais quand même le souligner, c'est à la fois dans les gares, il y a toute une réflexion sur les usages numériques dans les gares, mais aussi les usages numériques en dehors des gares. Et nous, ça complète notre réflexion, notre volonté d'aller plus loin sur le numérique. Et c'est un élément qui est très positif. Merci.
Virginie Auzé, Benoît Labatte, peut-être chacun en 2 mots pour conclure une petite réflexion sur ce que vous prédisez comme attractivité nouvelle pour le Val de Bièvre. Alors en termes d'attractivité, oui, donc les transports, on a coché la case. En termes de mixité, on coche aussi la case. Après, moi j'ai toujours mon petit troisième dans l'histoire qui est la masse critique. Quand je parle de masse critique, pour faire émerger un pôle tertiaire à proprement parler qui fonctionne de façon autonome, on ne parle pas de 10 000 m², ni 20 000 ou même de 100 000, mais plutôt d'un demi-million de mètres carrés. Ça correspond à des marchés du type par exemple Saint-Ouen aujourd'hui, etc. Donc j'allais dire, il y a un défi du foncier, mais je ne pense pas que le sujet soit de faire émerger un nouveau pôle tertiaire type la Défense au sud de Paris. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez regardé le programme des conférences cette année au CIMI, mais il y a pas beaucoup de choses autour des nouveaux modes de travail, autour du coworking, autour de l'économie circulaire, etc. Donc je pense qu'effectivement les choses sont à mettre dans ces perspectives-là. On est dans une époque formidable et certainement à l'aube de grands changements dans la manière dont on utilise et dont on se sert des bureaux. Et c'est probablement une carte à jouer pour l'avenir et se tourner effectivement vers ces nouveaux modes de travail plutôt que de regarder vers les modes actuels qui sont orientés sur la masse, sur des gros immeubles, sur des grosses polarités contre lesquelles on ne peut pas lutter de toute façon quand on n'a pas énormément de foncier non plus à redévelopper dans l'immédiat. Voilà. Alors, je partage très largement ce constat à plusieurs égards, effectivement. Si la loi Grand Paris elle parle de nos objectifs en matière de logement, c'est la plus grande demande en Ile-de-France et du logement de qualité. Le bureau, on a 52 millions de mètres carrés, on a aujourd'hui 4 millions de mètres carrés vacants. Il faut savoir que sans croissance, créer du bureau, sans vider d'autres qui deviennent vacants, mais qu'on ne remplit pas pour autant. Donc là, on a une vraie difficulté. Et effectivement, il ne s'agit pas, mais je crois que tous nos interlocuteurs commencent à en prendre conscience, de créer. C'est pas toujours évident pour les maires, évidemment, on va dire. Monsieur le maire, chez vous, on ne voit pas le potentiel du tertiaire. Des opérations d'ampleur, je pense à des opérations comme Campus Santé, c'est des opérations effectivement où il y a cette masse critique avec en plus un objectif, cluster, nous on commence à parler de hub santé, c'est un travail qu'on est en train de mener à l'AGP avec d'autres acteurs, dans lequel on va intégrer à peu près tout le monde. C'est très intéressant. Maintenant, on ne va pas dupliquer le même modèle. La métropole d'ailleurs devrait d'une certaine manière un petit peu permettre d'avoir finalement, j'aime pas une spécialisation, l'idée n'est pas de spécialiser des quartiers, mais au moins sur les quartiers qui ont des forces, de les relier aisément entre eux. Pour nous, c'est très important. En plus, on l'a dit très justement, toutes les deux d'ailleurs successivement sur deux choses qui me tiennent à cœur. La problématique d'abord, c'est qu'on est en train d'évoluer sur les modes d'usage des bâtiments. Et on est en pleine COP21, le vrai développement durable, pardonnez-moi de le dire, je vais peut-être choquer les gens, c'est pas de faire des terrasses plantées, c'est de faire des bâtiments pour des vies de long terme. Des bâtiments réversibles. Il y a un groupe de travail auquel je participe à l'ORIE sur la réversibilité du bâtiment. On ne va pas se retrouver après un bail de 9 ans avec un bâtiment vide et qui vient totalement, je dirais, être une sorte de vernis dans un territoire. Ce qui est important, c'est ces nouveaux usages. Vous l'avez évoqué, vous également, sur le numérique, et ça relève de mes fonctions au sein de l'AGP. On essaie de développer un très fort réseau. Donc, au-delà du squelette et du transport, on a le système nerveux qui est numérique, pour permettre des usages au-delà des voyageurs, des usages sur le territoire. On est en train de travailler sur un projet data center sub IGR pour aider l'ensemble du territoire et l'ensemble de la ZAC. Donc il y a toute une évolution et il ne faut surtout pas qu'on reste sur des schémas figés. Les schémas du passé ont fait leur temps. On est sur les schémas d'abord d'une métropole intégrée, une métropole de 7 millions d'habitants ou pas loin de 7 millions d'habitants. Cette métropole elle doit s'organiser en conséquence au travers de ses territoires, les choses répétées de demain, et elle doit s'organiser sur les nouveaux modes de vie et de fonctionnement des gens. Aujourd'hui, on a tous plus ou moins lundi fonctionné quand on pouvait en télétravail parce qu'on ne nous a pas circulé. Je pense que tout le monde a travaillé intelligemment. Donc arrêtons de nous dire, on a mon quartier de bureau qui ne vit pas la nuit, mon quartier de logement qui est malade le jour. Voilà, il y a vraiment des réflexions et je trouve même que ce salon, ces deux derniers salons sont en train de montrer une prise de conscience de l'ensemble des acteurs publics et acteurs privés. Et nous, on a vraiment vocation à les accompagner dans cette démarche. Bien, parfait, je remercie nos 4 intervenants. Merci beaucoup pour ces perspectives.